Je portais un costume de luxe taillé sur mesure, mais j'étais assis, hébété, à une table en plastique branlante au milieu de la cuisine nauséabonde du restaurant. Malgré le raclement strident des restes de nourriture et la vapeur étouffante du lave-vaisselle industriel, la seule chose qui me suffoquait dans ma rage, c'était la voix cruelle de ma propre mère qui se répétait dans ma tête. « Reste dans la cuisine, Méric. Ta place n'est pas là-bas. » Chassé du mariage de ma propre famille comme un porteur de maladie. Mon amour-propre et mon honneur venaient d'être écrasés sans pitié par elle, devant des centaines d'invités. Vous vous demandez probablement comment les choses ont pu en arriver à ce point d'amertume. Et qu'a fait ensuite un homme acculé par sa propre famille? Laissez-moi remonter le temps et vous raconter comment tout a vraiment commencé. Ils m'avaient banni dans l'ombre au mariage de ma propre sœur parce que j'étais une source d'embarras pour eux. Ils me voyaient comme un chauffeur de camion grossier et sans éducation, qui ne cadrait tout simplement pas avec leur société de la haute et leurs amis fortunés. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer, c'est que cette même société qu'ils tentaient si désespérément d'impressionner ce soir-là était sur le point d'être complètement démantelée de mes propres mains. Comment en sommes-nous arrivés là? Et qu'ai-je fait ensuite pour m'assurer qu'ils n'oublieraient jamais cette nuit? Laissez-moi vous ramener là où ce cauchemar a véritablement commencé. 3 semaines plus tôt, le monde était un endroit très différent. Je me tenais au milieu d'un immense parking en gravier, détrempé par la pluie, dans la zone industrielle du sud de Chicago. L'air glacial sentait les gaz d'échappement diesel, le caoutchouc brûlé et l'asphalte humide. C'était le cœur battant d'Ironclad Heavy Logistics. L'empire du transport national que j'avais bâti à partir de rien. J'ai 36 ans. J'ai passé toute ma vingtaine à dormir sur des canapés de bureau inconfortables, à manger des sandwichs rassis de station-service à 3 heures du matin, et à travailler 100 heures par semaine pour transformer un unique camion de fret en panne en une opération de plusieurs milliards de dollars. Nous transportons de l'acier, nous transportons des machines lourdes, nous transportons les choses essentielles qui font tourner ce pays tout entier. C'est un travail rude, sans glamour, un travail d'ouvrier, et ma famille l'a toujours profondément méprisé. J'étais sous un auvent en aluminium, en train d'examiner un rapport de projection trimestriel dense, lorsque Tanson, ma directrice des opérations, est sortie sur le quai de chargement. Tanson est incroyablement brillante, farouchement loyale, et ne tolère absolument les absurdités de personne. Elle tenait une épaisse enveloppe couleur crème dans sa main gauche et une tablette noire allumée dans sa droite. La diligence raisonnable sur l'acquisition de Vanguard Freight est complètement finalisée, dit-elle, sa voix perçant facilement à travers le bruit des moteurs diesel au ralenti. Elle me tendit la tablette. J'ai fait défiler les chiffres en rouge. Ils perdent de l'argent plus vite que nos pires projections. Méric, leur flotte tombe en morceaux. Leurs chauffeurs menacent de faire grève pour des salaires impayés, et leurs créanciers tournent comme des vautours. Si nous n'injectons pas ces 100 millions de dollars d'ici la fin du mois, Vanguard va déposer le bilan. Leurs camions seront saisis par les banques et leurs dirigeants se retrouveront à la rue, sans rien. Je regardais attentivement l'analyse financière. Vanguard Freight était une entreprise historique, bâtie sur de l'argent ancien, actuellement menée à la ruine par un homme nommé Evandé. Evandé se trouvait également être fiancé à ma jeune sœur, Avlini. Mes parents, Orson et Deline, considéraient Evandé comme un dieu en or, simplement parce qu'il portait des costumes en soie italienne importés, jouait au golf les mardis après-midi et appartenait au Bon Country Club. Il n'avait aucune idée que son entreprise historique se noyait sous une dette catastrophique. Et il n'avait absolument aucune idée que ma société, Ironclad, était l'acheteur anonyme qui sortait de l'ombre pour les acquérir et sauver Evandé d'une ruine financière totale. C'est un timing parfait, dis-je à Tanson, signant l'approbation numérique avec mon doigt sur l'écran. Laisse les avocats d'affaires rédiger les documents finaux de la fusion. Garde notre nom secret jusqu'à ce que l'encre soit sèche. C'est quoi cette enveloppe que tu as là? Tanson la brandit, son expression sceptique. Le papier était ridiculement épais, estampillé d'une feuille d'or brillante qui captait la lumière grise du parc. Elle est arrivée à la réception du siège social ce matin. Elle t'est adressée directement. J'ai essuyé une trace de graisse de moteur noir de mes mains avec un chiffon d'atelier et j'ai pris la lourde enveloppe. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir exactement ce que c'était. C'était le faire-part de mariage d'Avlini. Le mariage allait être l'événement social de la saison, une affaire massive et extravagante, financée en grande partie par la prétendue richesse des Vendée, dont je savais qu'elle n'était qu'un mirage. J'ai glissé mon pouce sous le seau de cire personnalisé et j'ai sorti le carton épais.
Il était écrit dans une calligraphie fluide et excessivement prétentieuse. Il n'y avait aucune note personnelle écrite dans les marges. Aucun post-it disant que je leur manquais ou qu'ils voulaient prendre de mes nouvelles. Juste un morceau de carton générique, produit en masse, m'invitant à assister au mariage de ma sœur avec un empire en plein effondrement. « Tu vas vraiment y aller ?» demanda Tanson, croisant fermement les bras contre le vent froid. « Après tout ce qu'ils t'ont fait subir au fil des ans. » J'ai fixé les lettres dorées pendant un long moment. J'ai honnêtement cru que cette invitation était une branche d'olivier, un petit signe silencieux que peut-être, juste peut-être, après des années à m'ignorer et à me traiter comme une maladie, il voulait enfin que je fasse à nouveau partie de la famille. J'ai regardé Tanson et j'ai hoché lentement la tête. J'y vais, et je veux que tu viennes avec moi en tant que cavalière. J'ai besoin de quelqu'un dans mon camp. Elle soupira lourdement mais m'adressa un petit sourire de soutien. Très bien, mais s'ils commencent leurs habituelles saletés toxiques, je ne retiendrai pas ma langue. J'ai ri, un son amer et creux qui fut immédiatement englouti par le bruit assourdissant d'un camion de fret entrant dans le parc. Je pensais que ce beau morceau de papier était un pont pour retrouver ma famille, mais je n'avais aucune idée que c'était en réalité un couteau bien aiguisé enveloppé de velours, attendant le moment parfait pour frapper. Qu'auriez-vous fait si vous aviez reçu une invitation des personnes qui ont passé toute votre vie à briser votre esprit? Le matin du mariage, le ciel au-dessus de Chicago était d'un bleu clair et brillant, mais je ne ressentais rien d'autre qu'une lourde angoisse grise. Je me tenais dans l'immense salle de bain principale, revêtue de marbre, de mon pantouse du centre-ville, fixant profondément mon propre reflet dans le miroir. Je portais un costume 3 pièces gris anthracite, taillé sur mesure par un maître artisan à Milan, coupé dans un tissu rare qui coûtait littéralement plus cher que la compte de mon premier camion de livraison. J'ai ajusté soigneusement ma cravate en soie sombre, sentant un nœud lourd et froid se former au creux de mon estomac. C'était une réalité pathétique. Peu importe combien d'argent je gagnais, peu importe combien de milliers d'employés comptaient sur mon leadership, peu importe combien de salles de conseil je commandais, chaque fois que je devais faire face à mes parents et à ma sœur Avlini, je régressais instantanément pour me sentir à nouveau comme un adolescent sans valeur et non désiré. Je suis sorti lentement de la salle de bain pour me diriger vers mon lourd bureau en chêne dans le bureau. J'ai tendu la main et j'ai ouvert le tiroir du bas. Tout au fond se trouvait une petite boîte à cigares en bois, sans prétention, où je gardais certaines choses. Des souvenirs de la réalité. Un musée personnel de la douleur que j'utilisais pour me rappeler exactement pourquoi je travaillais si incroyablement dur. J'ai ouvert le couvercle et j'ai pris une photographie délavée et froissée du jour de ma remise de diplôme du lycée. Sur la photo, j'étais complètement seul au bord du terrain de football, serrant fermement mon diplôme, l'air perdu et isolé dans une mer immense de familles heureuses étreignant leurs enfants sous les acclamations. Mes parents, Orson et Deline, n'ont pas assisté à ma remise de diplôme. Avlini, qui avait 12 ans à l'époque, s'était réveillé avec une très légère fièvre, un petit rhume. Ma mère m'avait regardé ce matin-là dans la cuisine, son visage complètement vide de toute empathie maternelle, et avait porté le coup. Avlini est malade, Méric. Nous ne pouvons absolument pas la laisser seule à la maison, et elle est bien trop faible pour rester assise en plein soleil pendant 2 heures. Tu comprends? Ce n'est qu'une cérémonie de lycée. Ce n'est pas comme si tu allais dans une université de l'Ivy League de toute façon. Tu peux y aller en voiture. J'ai conduit ma berline rouillée et cabossée jusqu'à la cérémonie, j'ai traversé la scène dans un silence absolu pendant que d'autres parents applaudissaient, et je suis rentré chez moi dans une maison vide. J'ai posé la photo de la remise de diplôme et j'ai pris un morceau de papier de cahier jaune ligné. Il était déchiré sur les bords, l'encre était passée, daté d'exactement 15 ans. C'était une reconnaissance de dette sommaire. Quand j'avais 21 ans, j'ai trouvé un camion de fret d'occasion, cabossé, à vendre. C'était mon unique billet pour sortir de leur ombre, ma seule chance de lancer une véritable entreprise. J'avais besoin d'un prêt personnel d'exactement $5000 pour couvrir la compte finale. J'avais rédigé cette note à la main, promettant formellement de rembourser mon père avec 20% d'intérêt dans un délai de 2 ans. Je me souviens très bien de me tenir dans son bureau impeccable, lambrissé d'acajou. Orson avait pris le morceau de papier, l'avait lu pendant 3 secondes, et l'avait laissé tomber par terre comme s'il était infecté par un virus mortel. Tu n'es qu'un simple bagagiste glorifié, Méric, avait-il ricané, sans même prendre la peine de lever les yeux de son journal financier. Ne rêve pas de diriger une entreprise. Tu n'as pas la cervelle pour ça, et tu n'as certainement pas le pédigré. Je ne vais pas gaspiller mon argent durement gagné pour le fantasme insensé d'un chauffeur de camion.
Trouve un vrai travail, mets un uniforme, et arrête de mettre cette famille dans l'embarras avec tes illusions. Je m'étais silencieusement penché, j'avais ramassé le papier sur le tapis coûteux, j'étais sorti tout droit de sa maison, et j'avais enchaîné 3 emplois manuels éreintants pendant 8 mois atroces jusqu'à ce que j'achète ce camion moi-même. Je ne leur ai plus jamais demandé un seul centime. Maintenant, 15 ans plus tard, je possède une flotte nationale de plus de 1000 camions. Je possède d'immenses centres de distribution dans 6 États différents. Ma valeur nette personnelle était un chiffre qu'ils ne pouvaient même pas commencer à imaginer. Mais pour eux, j'étais toujours juste le travailleur sale et sans éducation qui embarrassait leur image immaculée de country club. Avlini était leur enfant prodige. Elle avait étudié l'histoire de l'art, avait abandonné, n'avait jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, et épousait maintenant Evandé, un homme dont toute l'identité était bâtie sur une façade croulante et désespérée de richesse héritée. L'ironie de la situation était absolument suffocante. Mon immense succès, que je m'étais construit seul, était complètement invisible pour eux, tandis qu'ils adoraient le sol sur lequel marchait un homme dont j'étais littéralement en train de racheter l'entreprise en faillite juste pour lui éviter le tribunal fédéral. J'ai soigneusement replacé les papiers, j'ai fermé la boîte en bois, et j'ai refermé le tiroir d'un coup sec. J'ai attrapé ma montre de luxe sur la commode et l'ai attachée à mon poignet. J'avais passé 15 longues années à essayer de leur prouver qu'ils avaient tort par le simple succès. Je pensais que ce soir, à la fonderie, j'allais enfin enterrer le passé pour de bon. Je pensais que je pouvais me présenter, être un grand frère compréhensif, sourire poliment pour les photos de famille, et simplement continuer ma vie. Mais ma famille avait un plan complètement différent, et infiniment plus cruel, qui m'attendait. Pensez-vous que le succès massif est la meilleure des vengeances, ou ne fait-il qu'intensifier la haine des personnes toxiques? Tanson et moi sommes arrivés à l'espace événementiel de la fonderie dans mon SUV noir blindé. Le lieu était à couper le souffle, d'une manière très artificielle et incroyablement prétentieuse. C'était une immense aciérie centenaire, située à la périphérie de Chicago, qui avait été agressivement rénovée en un espace événementiel ultra luxueux. L'ironie de l'endroit était presque trop lourde à porter pour moi. Me voici, un homme qui a bâti toute sa vie et sa fortune sur l'acier véritable, l'acier et l'industrie lourde, arrivant dans un faux terrain de jeu industriel aseptisé pour que ma famille de snobs puisse prétendre être de la royauté le temps d'une nuit. Le voiturier s'est immédiatement précipité pour ouvrir les lourdes portières. Tanson est sorti avec grâce, incroyablement élégante et intimidante dans une robe de soirée vert émeraude profond. J'ai donné les clés au voiturier, j'ai ajusté mes manchettes et je lui ai offert mon bras. Prête à entrer dans la fosse aux vipères? Murmura Tanson, ses yeux vifs balayant le long tapis rouge menant aux gigantesques portes en fer, artificiellement rouillées. Continue juste de respirer, ai-je répondu, forçant une expression complètement neutre sur mon visage. Laisse-les parler. Nous sommes juste là pour manger du gâteau et partir. Nous avons franchi les lourdes portes et sommes entrés dans le hall principal. C'était spectaculairement excessif. D'immenses lustres en cristal pendaient à des poutres en acier brut apparentes. Des milliers d'orchidées blanches rares étaient drapées sur les murs de briques brutes, remplissant l'air d'un parfum lourd et sucré. Des serveurs en smoking blanc impeccable déambulaient silencieusement à travers la foule scintillante, portant des plateaux d'argent chargés de champagne coûteux. J'ai balayé l'immense salle du regard et j'ai presque immédiatement croisé celui de ma mère, Deline. Elle se tenait près d'une sculpture de cygne trop élaborée, vêtue d'une robe argentée étouffante qui semblait profondément inconfortable. Quand elle m'a vu marcher vers elle, son sourire de fête polie s'est instantanément transformé en une ligne fine et dure de désapprobation. Elle a chuchoté quelque chose rapidement à mon père, Orson, et ils se sont tous deux dirigés vers nous pour nous intercepter avant que nous puissions nous mêler aux invités plus importants. Méric, dit Deline, offrant sa joue poudrée pour un baiser en l'air, sec et faux, qui n'a jamais réellement touché ma peau. Tu es venu. Et je vois que tu portes un costume. Elle a reculé d'un pas et m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant d'un air critique sur les revers. Où est-ce que tu l'as loué? S'il te plaît, essaie de ne pas le ruiner ce soir. Nous n'avons pas besoin que tu fasses une tache de vin sur des vêtements de location et que tu nous mettes dans l'embarras quand tu devras le rendre. C'est mon propre costume, mère, dis-je, gardant ma voix dangereusement calme et complètement plate. Orson ricana bruyamment, vérifiant sa lourde montre de poche en or. Bien sûr. Eh bien, essaie de te fondre dans le décor. La famille des Vendée a invité de grands acteurs du monde des affaires ce soir. Des gens sérieux, Méric, des dirigeants.
Ne va pas leur parler de tes petites routes de camionnage ou du prix du diesel. Tu les ennuieras à mourir et tu gâcheras les opportunités de réseautage. Avant même que je puisse formuler une réponse à cette insulte flagrante, une voix stridente a percé l'air. Avlini flottait vers nous, vêtue d'une robe de mariée de créateur sur mesure qui coûtait facilement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Elle a complètement ignoré mon existence et a tourné son sourire éclatant et totalement faux directement vers Tanson. « Oh, vous devez être la patronne de Méric » s'exclama Avlini bruyamment, saisissant la main de Tanson et la secouant vigoureusement. « Merci beaucoup de lui avoir donné sa soirée. Je sais que c'est si difficile pour lui de s'absenter de ses postes d'ouvrier au quai de chargement. Il a besoin de son salaire horaire. » La mâchoire de Tanson se serra si fort que je crus que ses dents allaient se briser. Elle regarda Avlini avec des yeux comme des poignards. « En fait, je suis la directrice des opérations de Méric », j'ai rapidement serré le bras de Tanson, la coupant avant qu'elle ne puisse révéler la vérité. « Laisse tomber », ai-je murmuré pour qu'elle seule puisse entendre. « Ça n'en vaut pas la peine. » À ce moment-là, Evandé s'est approché d'un pas arrogant. Il ressemblait à un panneau publicitaire ambulant pour du parfum. Ses cheveux étaient parfaitement plaqués en arrière. Il me frappa l'épaule un peu trop fort, un geste de domination. « Méric, content de te voir, mon pote. Je suis content que tu aies pu faire une pause dans le transport de terre pour voir comment vit l'autre moitié du monde. » Evandé m'a immédiatement tourné le dos pour faire face à un groupe d'hommes plus âgés et fortunés qui se tenaient à proximité, levant bien haut son verre de cristal. « Je vous le dis, messieurs, Vanguard Frecht est sur le point d'entrer dans un nouvel âge d'or. Nous avons un mystérieux et énorme soutien financier qui interviendra la semaine prochaine. Une injection de capital de 100 millions de dollars. Nous allons écraser le marché, acheter 10 nouveaux yachts et reconstruire toute la tour de l'entreprise. » Je suis resté là, en silence, sirotant mon eau pétillante, écoutant cet imbécile arrogant et incompétent se vanter sans fin de l'argent qui se trouvait littéralement en sécurité sur le compte en banque de mon entreprise. Il n'en avait absolument aucune idée. Mes parents regardaient Evandé avec une adoration absolue et inconditionnelle, le traitant comme un brillant sauveur financier. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une pièce remplie de votre propre chair et de votre propre sang et vous êtes-vous senti comme un intrus complet et non désiré? Avez-vous déjà dû ravaler votre fierté en silence pendant que des gens qui n'ont absolument rien accompli se moquaient de tout ce que vous avez bâti? Laissez un commentaire si vous connaissez ce terrible sentiment qui retourne l'estomac. Parce que ce qui s'est passé ensuite fut vraiment une descente rapide aux enfers. L'horloge de grand-père située dans le coin de la salle de réception sonna 7 fois. Un carillon doux et élégant résonna doucement à travers les haut-parleurs cachés, et l'organisatrice du mariage, une femme à l'air sévère et très stressée avec un casque d'écoute nommé Phaedra, commença à diriger poliment les invités vers leurs sièges assignés pour le dîner à 5 plats. J'ai offert mon bras à Tanson. Allons voir dans quel coin sombre et oublié ils nous ont fourrés, ai-je marmonné à voix basse. Nous nous sommes approchés de Phaedra, qui tenait sa tablette numérique lumineuse comme un bouclier. Méric, ai-je déclaré clairement. +1. Phaedra fit défiler agressivement son écran. Son doigt parfaitement manucuré s'arrêta soudainement. Elle leva les yeux vers moi, cligna des yeux 2 fois rapidement, et une vague de gêne profonde et inconfortable envahit son visage pâle. « Oh oui, monsieur Méric, veuillez me suivre par ici. » Nous l'avons suivi. Elle nous a conduits avec grâce au-delà des belles tables centrales entourant la piste de danse polie, où les invités VIP et les riches amis d'affaires des Vendée prenaient place sous les lustres en cristal les plus brillants et les plus spectaculaires. Nous avons continué à marcher. Nous sommes passés devant le 2e rang de tables, près de l'immense bar ouvert. Nous sommes passés devant les tables extérieures, près des murs floraux élaborés. Nous avons atteint le mur de briques du fond de la salle, mais elle ne s'est pas arrêtée. Phaedra a tendu la main et a poussé une lourde porte battante noire qui menait directement à un couloir de service sombre et étroit. L'air a changé instantanément et violemment. Le parfum délicat des orchidées importées a été immédiatement remplacé par l'odeur lourde et suffocante de l'huile de friture, des sols en béton javelisé et des déchets alimentaires en décomposition. « Attendez une minute », dit Tanson, s'arrêtant net, ses talons claquant sèchement sur le béton. « Où allons-nous exactement » Phaedra ne se retourna pas. « Juste par ici », marmonna-t-elle nerveusement, poussant une 2e série de portes doubles battues. Nous sommes entrés. C'était la zone de préparation principale pour le personnel de restauration, située juste à côté de l'entrée de la cuisine brûlante. Des serveurs épuisés passaient en courant à côté de nous,
équilibrant des plateaux géants d'assiettes sales et de verres de vin à moitié vides. Dans le coin le plus éloigné, poussé juste contre une poubelle en plastique grise débordant de serviettes, se trouvait une minuscule table pliante en plastique, toute bancale. Elle était à peine recouverte d'une nappe blanche froissée et tachée. 2 chaises pliantes en métal bon marché étaient posées sur le sol en béton nu et collant. « Voici vos sièges », chuchota Phaédra, refusant absolument de croiser mon regard. Elle se retourna rapidement et s'enfuit presque en courant pour retourner dans le hall principal. Je suis resté complètement figé. La basse puissante du DJ à l'extérieur était fortement étouffée ici, remplacée entièrement par le cliquetis bruyant de l'argenterie, le sifflement du lave-vaisselle et les cris de colère du chef de cuisine. J'ai senti le sang se retirer rapidement de mon visage. Ce n'était pas un simple oubli. Ce n'était pas une erreur administrative sur un plan de table. C'était une insulte délibérée, hautement calculée et incroyablement vicieuse. Je me suis retourné, les poings serrés, pour retourner là-bas et exiger une explication. Mais alors que je poussais avec force la lourde porte, je me suis retrouvé face à face avec mes parents. Orson et Deline se tenaient ensemble dans le couloir de service sombre, les bras croisés fermement sur leur poitrine, m'attendant. Ils savaient exactement où j'avais été placé. « Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang ?» ai-je demandé, ma voix tremblant d'un mélange de choc absolu et de rage pure et aveuglante. « Vous m'avez assis dans la cuisine ?» Orson me foudroya du regard, son visage dur, arrogant et totalement impitoyable. « Baisse la voix, Merrick. Arrête d'agir comme un voyou. Les tables VIP dans le hall principal sont strictement réservées aux partenaires d'affaires à 100 millions de dollars des Vendées. Nous ne pouvons pas avoir un chauffeur de camion grossier et inculte assis à côté de personnes de ce calibre incroyable. Tu nous humilierais avec ton manque de manières. » Je le fixais, la poitrine haletante, luttant pour digérer la cruauté pure. « Je suis ton fils. Je suis le grand frère d'Avlini. Je suis de la famille proche. » Deline s'avança, ses yeux froids comme la glace, complètement dépourvus de toute chaleur ou amour maternel. Ces mots sortirent lents, vifs et venimeux, parfaitement conçus pour me transpercer l'âme aussi profondément que possible. « Assieds-toi dans la cuisine, Merrick. Ta place n'est pas ici. Mange juste ta nourriture gratuite en silence. Reste hors de vue, et ne gâche pas la soirée parfaite de ta sœur. » Ils m'ont immédiatement tourné le dos sans un mot de plus et sont partis, retournant dans la lumière dorée et scintillante de la belle salle de réception. Les lourdes portes noires se refermèrent derrière eux, m'enfermant dans le couloir sombre et nauséabond. Le clic final de la porte se fermant fut comme un coup physique brutal à la poitrine. La trahison absolue et indéniable était suffocante. Quelle quantité d'humiliation une personne est-elle censée endurer de la part des gens qui lui ont donné la vie avant de finalement craquer? Je suis retourné lentement à la table en plastique pathétique et je me suis assis lourdement sur la chaise en métal froid. Tanson faisait les 100 pas furieusement à côté de la poubelle débordante. Ses poings étaient si serrés que ses jointures étaient complètement blanches. « Je sors tout de suite », siffla Tanson, ses yeux flamboyants d'une fureur intense que j'avais rarement vue chez elle. « Je vais mettre cette belle salle complètement en pièces. Je vais prendre le micro et dire à chacun de ces snobs faux et prétentieux exactement qui tu es et exactement ce que tu possèdes. C'est impardonnable, Merrick. Il te traite comme un chien. » J'ai tendu la main et j'ai saisi fermement son poignet. « Non, dis-je. » Ma voix semblait étrange, complètement étrangère, même à mes propres oreilles. Elle était calme, incroyablement stable et terrifiante de froideur. Toute la colère brûlante, tout le besoin désespéré et pathétique de leur validation, tout l'espoir enfantin qu'ils se réveilleraient un jour et m'aimeraient, tout cela s'est évaporé en fumée. En une seule seconde décisive, les lourdes chaînes invisibles qu'ils avaient enroulées autour de mon cou pendant 36 ans venaient de se briser. Je regardais les bacs à vaisselle sales posés juste à côté de mon coude. Je regardais mes chaussures en cuir italien coûteuses reposant sur le sol en béton collant et tachées de graisse. Et puis, une immense prise de conscience me frappa comme un train de marchandises fou. « Attends », ai-je chuchoté, fixant intensément le vide, mon esprit tournant à toute vitesse. « Attendre quoi ?» demanda Tanson, arrêtant sa marche furieuse et me regardant avec une profonde inquiétude. « Avlini », dis-je, les pièces éparpillées du puzzle s'emboîtant agressivement dans mon esprit. Il y a 3 semaines, le magazine Forbes a publié un grand reportage de plusieurs pages sur Ironclad Heavy Logistics. Il mentionnait spécifiquement mon nom complet en tant que seul fondateur et PDG. Il mentionnait les chiffres d'affaires massifs.
Je savais pertinemment qu'Avelini lisait ce magazine spécifique religieusement chaque mois parce qu'elle adorait regarder les publicités de style de vie de luxe et de bijoux. Elle sait, dis-je, ma voix se durcissant en un acier impénétrable. Elle sait exactement qui je suis et exactement ce que j'ai bâti. Tanson fronça profondément les sourcils dans la pénombre. Si elle sait que tu es multimillionnaire, pourquoi diable te traiterait-elle comme un déchet et te cacherait-elle dans la cuisine le jour de son mariage? Ça n'a aucun sens logique. Parce que ça la tue, ai-je répondu, une clarté sombre et cynique envahissant tout mon être. Elle a passé toute sa misérable vie à croire qu'elle était largement supérieure à moi. La simple pensée que le frère invisible et insignifiant qu'elle a torturé est infiniment plus prospère qu'elle et son mari, une fraude absolue, ça détruit son ego fragile. Elle m'a mis dans cette cuisine ce soir non pas parce qu'elle pense que je suis pauvre. Elle m'a mis ici parce qu'elle est follement, violemment jalouse et qu'elle voulait désespérément me punir et me remettre à ma place le jour de son grand jour. J'ai lentement lâché le poignet de Tanson, j'ai plongé la main dans la poche de ma veste de costume et j'ai sorti mon smartphone. L'écran lumineux éclaira le coin sombre et miteux de la cuisine, projetant une lueur bleue sur la table en plastique bon marché. J'avais passé toute ma vie d'adulte à leur accorder le bénéfice du doute. J'avais avalé les moqueries, l'isolement, la cruauté pure, espérant toujours qu'ils finiraient par changer. Mais assis ici, respirant l'odeur aigre de la nourriture jetée, j'ai réalisé qu'ils ne changeraient jamais, jamais. Ils étaient un cancer toxique. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai rapidement ouvert ma liste de contacts. J'ai fait défiler jusqu'à trouver le numéro d'urgence direct de notre avocat d'affaires principal. « Qu'est-ce que tu fais exactement » demanda Tanson, ses yeux s'écarquillant légèrement alors qu'elle reconnaissait immédiatement le changement terrifiant dans mon comportement. Je leur ai donné toutes les chances possibles d'être une famille, dis-je en composant le numéro à 10 chiffres. Mais si le respect coûte 100 millions de dollars dans cette famille tordue, je vais les faire payer. Jusqu'au dernier centime. Si vous réalisiez soudainement que votre propre famille essayait intentionnellement de briser votre esprit par pure jalousie, quel serait votre tout premier geste? Le téléphone ne sonna que 2 fois avant que mon avocat d'affaires principal ne réponde. Oui, Méric. C'est samedi soir. Est-ce que tout va bien à l'événement? Je me suis adossé à la chaise en métal bon marché, posant fermement mes coudes sur la table en plastique branlante. J'ai besoin que vous vous connectiez au serveur d'entreprise hautement sécurisé à l'instant même, ai-je ordonné, ma voix entièrement dépourvue de toute émotion humaine. Sortez le contrat d'acquisition final et contraignant pour Vanguard Freight. Tanson s'est immédiatement assise en face de moi. Elle a sorti son iPad élégant de sa pochette chic sans poser une seule question. Elle a tapoté l'écran, ses doigts volant rapidement sur le clavier numérique, se connectant immédiatement à notre réseau d'entreprises privées via les données cellulaires. Les sons étouffés des discours de mariage commençaient tout juste dans le hall principal. Je pouvais entendre faiblement le rire bruyant et odieux des Vendées résonner à travers les épais murs de briques. Je veux que la clause de résiliation soit préparée et prête pour une exécution immédiate, ai-je dit à l'avocat au téléphone. Je veux que le retrait numérique de l'intégralité du financement de 100 millions de dollars soit entièrement autorisé à mon signal. Monsieur, balbutia l'avocat, clairement choqué par la directive soudaine. Si nous nous retirons maintenant sans préavis, Vanguard Freight sera en défaut de paiement auprès de tous ses principaux créanciers dès lundi matin à 9 h. L'entreprise sera entièrement liquidée par les banques. Ce sera un bain de sang financier absolu. Je sais exactement ce qui va se passer, ai-je répondu doucement. Tenez-le prêt. Ne me faites pas le demander 2 fois. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Tanson de l'autre côté de la table. Elle avait le tableau de bord de contrôle principal ouvert sur l'écran de son iPad. La barre d'état verte brillante, montrant le virement bancaire en attente de 100 millions de dollars, brillait vivement dans la pièce sombre et déprimante. Je suis prête à annuler le transfert sur votre ordre absolu, dit Tanson. Un sourire féroce et prédateur s'étala lentement sur son visage. Soudain, les lourdes portes de la cuisine s'ouvrirent. Un gentleman plus âgé et distingué, portant un smoking très élégant, entra prudemment dans le couloir de service, l'air profondément confus. Il tenait un verre de whisky cher, essayant clairement de trouver les toilettes de luxe. C'était Dashiell. Dashiell était un juge commercial à la retraite très respecté qui travaillait maintenant comme courtier en investissement senior. Il représentait le côté juridique de la fusion de Vanguard directement pour le compte des Vendées. Jusqu'à présent, j'avais traité avec lui entièrement par le biais de conférences téléphoniques anonymes et de mails fortement cryptés.
Il n'avait absolument aucune idée de ce à quoi ressemblait réellement le PDG d'Ironclad, mais je savais exactement qui il était grâce à son profil public. Je me suis levé lentement de la table en plastique et je me suis avancé au milieu du couloir, lui barrant complètement le passage. « Excusez-moi » dit poliment Dachiel, essayant de me contourner doucement. « Je crois que je suis perdu. Je cherche les toilettes pour hommes. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon expression illisible. « Dachiel ?» Il s'arrêta, les sourcils froncés par la confusion. « Est-ce que je vous connais, jeune homme ?»« Je suis l'acheteur fantôme, » dis-je tranquillement, laissant les mots flotter dans l'air vicié. « Je suis le fondateur d'Ironclad Heavy Logistique. » Dachiel se figea complètement. Toute couleur a instantanément quitté son visage alors que ses yeux passaient de mon costume italien sur mesure à la pathétique table en plastique tachée de graisse, assise à côté de la poubelle, où j'avais clairement été exilé. Son esprit juridique incroyablement vif a traité toute la scène en moins d'une seconde. Il a réalisé avec une horreur absolue que le PDG milliardaire de l'entreprise qui sauvait Vanguard Freight était actuellement assis dans la cuisine, à côté des ordures. « Monsieur Méric » a-t-il chuchoté, l'air absolument horrifié. « Bonté divine, pourquoi diable êtes-vous assis dans la cuisine ?»« Je suis le beau-frère des Vendée » ai-je déclaré platement. « Et c'est exactement comme ça que ma famille aimante me traite. » Dachiel déglutit difficilement, baissant les yeux vers le sol en béton sale, honteux. Je peux aller parler à Evandé tout de suite. C'est un malentendu énorme et terrible. Nous pouvons arranger ce plan de table instantanément, monsieur. Je vous ferai placer à la table d'honneur. J'ai secoué lentement la tête, sentant un sentiment de pouvoir absolu, terrifiant et enivrant, déferler dans mes veines. Ne vous donnez pas la peine, Dachiel. J'ai fait un pas délibéré de plus vers lui, baissant la voix pour qu'il soit le seul à entendre la sentence de mort. Le contrat de Vanguard. Déchirez-le. L'accord est mort. Dachiel haleta bruyamment, ses yeux grands ouverts de panique pure et sans mélange. S'il vous plaît, attendez, monsieur. Mais je lui avais déjà tourné le dos. Le piège était parfaitement tendu. Le marteau était armé. Si vous étiez à ma place en ce moment, sachant la destruction totale que vous êtes sur le point de déchaîner sur les personnes qui vous ont donné la vie, montrez-vous une quelconque pitié, ou appuyez-vous sur la gâchette? S'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et laissez un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Les lourdes portes doubles de la cuisine étouffaient les sons du hall principal, mais elles ne pouvaient pas complètement bloquer la voix odieuse et tonitruante des Vendée résonnant à travers le microphone. Je me tenais dans le couloir de service sombre et nauséabond, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. Ce n'était pas un rythme de peur. C'était le battement de tambour régulier et terrifiant de la certitude absolue. À côté de moi, Tanson tenait son iPad lumineux, son doigt planant à quelques millimètres au-dessus du bouton rouge exécuté sur l'écran. L'écran qui détenait le pouvoir de vaporiser 100 millions de dollars en une fraction de seconde. J'ai fermé les yeux un bref instant, écoutant l'homme qui épousait ma sœur, l'homme que mes parents vénéraient, alors qu'il s'adressait aux 300 invités fortunés assis sous les lustres en cristal. Je veux lever un verre à l'avenir. La voix des Vendée tonna, dégoulinant d'arrogance non méritée et de sentiment de droit absolu. Ma famille, l'héritage de Vanguard, a toujours été synonyme d'excellence dans l'industrie de la logistique. Nous avons construit la chaîne d'approvisionnement de ce pays. Et ce soir, alors qu'Avlini et moi unissons nos vies, je suis ravi d'annoncer que notre entreprise entre dans un nouveau chapitre majeur. La semaine prochaine, nous finalisons un partenariat monumental. Un soutien financier anonyme, un géant de l'industrie qui reconnaît la vraie valeur quand il la voit, injecte 100 millions de dollars de capitaux frais dans Vanguard Freight. Nous allons dominer le marché. Nous allons être intouchables. À l'avenir, et à l'élite absolue. Une salve d'applaudissements massive éclata de la salle de bal. Je pouvais entendre le tintement des flûtes de champagne en cristal et les acclamations des riches investisseurs qui pensaient à tort que leur argent était enfin en sécurité. L'illusion pure de tout cela était presque poétique. Ils célébraient un bateau de sauvetage qui était actuellement piloté par l'homme exact qu'ils venaient de bannir dans la zone du broyeur à ordures. Ils trinquaient à un avenir que j'étais sur le point d'effacer de l'existence. J'ai ouvert les yeux. La froideur en moi s'était complètement solidifiée. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de désir d'une famille qui n'avait jamais existé.
Il n'y avait que la vérité absolue et indéniable de ce qui devait être fait. Le petit garçon qui suppliait l'approbation de son père était mort. L'adolescent qui dînait seul dans sa chambre avait disparu. L'homme qui se tenait dans ce couloir était le fondateur d'Ironclad Heavy Logistics. Et j'étais sur le point de leur montrer exactement ce que cela signifiait. Allons-y, dis-je à Tanson. Ma voix était dangereusement basse, à peine plus qu'un murmure, mais elle portait le poids d'une enclume qui tombe. J'ai poussé les lourdes portes noires de la cuisine à deux mains. Elles s'ouvrirent en grand, s'écrasant contre les murs du couloir avec un bruit sourd et violent qui coupa temporairement le son des applaudissements. La lumière vive et aveuglante de la salle de bal se déversa sur moi. L'odeur douce et envahissante de milliers d'orchidées blanches frappa mes sens, remplaçant complètement l'odeur de la cuisine sale. Je suis sorti de l'ombre et j'ai marché sur le sol de marbre poli. Tanson marchait exactement un pas derrière moi, ses talons claquant sèchement contre la pierre, ses yeux rivés sur l'immense écran LED positionné directement derrière la table d'honneur. Je n'ai pas longé les bords de la pièce. Je n'ai pas essayé de me fondre dans la masse ou de rester invisible comme ma mère l'avait si agressivement exigé il y a à peine 20 minutes. J'ai marché directement dans l'allée centrale, traversant droit au milieu de la piste de danse. Mes pas étaient lents, délibérés et prédateurs. La pure détermination de ma démarche a immédiatement attiré l'attention. Les têtes ont commencé à se tourner. Les conversations se sont lentement éteintes, se terminant en murmures confus. Les applaudissements pour Evander se sont maladroitement estompés alors que les gens baissaient leurs verres, complètement déconcertés par l'intrusion soudaine d'un homme marchant vers la scène comme un bourreau s'approchant du billot. Ma mère, Deline, était assise à la table VIP de devant, entourée des épouses de dirigeants de banque éminents. J'ai vu le moment exact où ses yeux se sont posés sur moi. Le sourire poli et figé sur son visage s'est instantanément transformé en un masque d'horreur absolue. La couleur a quitté ses joues poudrées si vite qu'elle ressemblait à un fantôme drapé de soie argentée. Elle a frénétiquement saisi le bras de mon père, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant profondément dans le tissu de sa veste de costume coûteuse. Orson leva les yeux, son visage devenant instantanément rouge vif d'un mélange d'embarras intense et de colère volcanique montante. Il se leva à moitié de sa chaise, agitant agressivement la main vers moi, m'ordonnant silencieusement de faire demi-tour et de retourner dans ma cage désignée. Il articula les mots « retourne là-dedans », son visage tordu dans un rictus vicieux. Je n'ai même pas scié. J'ai regardé à travers lui comme s'il était fait de verre bon marché. Il n'était plus rien pour moi maintenant, juste un obstacle. J'étais sur le point de l'enjamber complètement. Avlini, assise à côté des Vendée à la table d'honneur magnifiquement décorée, a soudainement réalisé ce qui se passait. Ses yeux s'écarquillèrent de panique en me voyant approcher de la scène. Elle se leva brusquement, son genou heurtant la table et faisant tomber sa fourchette en argent sur le sol avec un cliquetis sec. Elle se pencha en avant, le visage rouge de rage, et attrapa le microphone du support de table. « Qu'est-ce que tu fous » siffla Avlini dans le microphone, sa voix stridente et paniquée résonnant violemment à travers les énormes haut-parleurs et rebondissant sur les poutres d'acier apparentes du plafond. La salle entière devint silencieuse. « Retourne dans la cuisine tout de suite. »« Sécurité. Que quelqu'un le sorte d'ici. Il n'a rien à faire ici. » Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas bronché. J'ai atteint le bord de la scène légèrement surélevé où se trouvait la table d'honneur. Le DJ du mariage, un jeune homme dans un gilet bon marché, se tenait sur le côté derrière son équipement, complètement figé par le choc. Incertain s'il s'agissait d'une partie du spectacle prévu ou d'une faille de sécurité. Il avait un microphone sans fil secondaire posé sur le bord de sa table de mixage. Sans interrompre ma marche, je me suis penché, j'ai saisi le lourd microphone en métal et j'ai actionné l'interrupteur. Un grincement aigu et strident de l'arsène audio a percé la pièce, faisant grimacer plusieurs invités et se couvrir les oreilles. Le crissement était discordant et laid, une représentation parfaite de la réalité que j'étais sur le point d'introduire dans cet environnement faux et immaculé. Le silence qui suivit le Larsen fut absolu. 300 paires d'yeux étaient entièrement rivés sur moi. On aurait pu entendre une mouche voler dans cet immense bâtiment en acier. Je suis resté parfaitement immobile, tenant fermement le microphone dans ma main droite, regardant directement ma sœur dans sa robe blanche sur mesure absurdement chère et l'imbécile arrogant et ignorant qui se tenait à côté d'elle. Le piège s'était complètement refermé. Les portes étaient verrouillées. Il n'y avait absolument plus aucun endroit où il pouvait se cacher. J'ai lentement porté le microphone à ma bouche.
Quand j'ai finalement parlé, ma voix était étonnamment calme, profonde et stable. Elle ne tremblait pas de colère. Elle ne vacillait pas de chagrin. Elle résonnait à travers l'immense espace événementiel, rebondissant sur les poutres d'acier apparentes et les murs de briques brutes avec une autorité absolument glaçante. Ma mère m'a dit il y a quelques minutes que ma place n'était pas ici. J'ai commencé, mes mots tranchant net à travers la tension épaisse et suffocante de la pièce. J'ai fait les 100 pas lentement au pied de la scène, m'assurant que chaque personne dans la salle pouvait voir mon visage. Elle m'a dit que je ne suis qu'un chauffeur de camion grossier et inculte. Elle a dit que j'étais une honte totale pour cette famille et que je devais m'asseoir dans la cuisine, à côté des poubelles, pour ne pas offenser accidentellement les incroyables partenaires d'affaires d'élite de l'héritage Vanguard. Un halètement collectif et silencieux ondula à travers les tables extérieures. Les gens se sont agités inconfortablement sur leurs chaises coûteuses, se jetant des regards de côté. Deline enfouit son visage dans ses mains, ses épaules secouées alors que l'humiliation sociale commençait à la submerger. Orson vibrait de pure rage, les poings si serrés que ses jointures étaient blanches, mais le simple nombre de personnes importantes qui regardaient le maintenait cloué à son siège. Il était piégé par son propre besoin désespéré de maintenir les apparences. J'ai détourné mon regard de mes parents et j'ai fixé directement Évandé. Le marié se tenait là, la bouche légèrement ouverte, l'air complètement déconcerté par mon absence totale de peur. Il me regardait comme si j'étais un fou qui avait erré depuis la rue. Évandé, dis-je, ma voix baissant d'une octave, résonnant avec une précision létale. Tu viens de faire un discours très passionné, très arrogant, sur l'avenir de Vanguard Frecht. Tu t'es vanté devant cette salle entière, devant tous tes créanciers et investisseurs assis ici ce soir, d'un énorme soutien financier anonyme qui est censé intervenir la semaine prochaine pour sauver ton entreprise en plein effondrement avec une injection de capital de 100 millions de dollars. Évandé bomba le torse, essayant désespérément de maintenir sa façade d'alpha devant ses amis et associés fortunés. Je ne sais pas de quoi tu parles, Méric, balbutia-t-il en me pointant du doigt. Tu es ivre. Pose ce microphone et quitte ce bâtiment tout de suite avant que je ne demande à ma sécurité de te jeter à la rue. Tu ne connais absolument rien à la haute finance d'entreprise. Tu transportes de la terre pour vivre. J'ai laissé échapper un rire lent et sombre qui a glacé toute la pièce. Le son était entièrement dépourvu d'humour. Le problème, Évandé, c'est que tu étais si désespéré de prendre l'argent et de sauver ton propre ego pathétique et fragile que tu n'as jamais réellement exigé de savoir qui était l'acheteur fantôme. Tu n'as jamais pris la peine de vérifier les noms derrière la société holding. Tu as juste aveuglément supposé qu'une énorme firme de Wall Street venait sauver ton navire en perdition parce que tu crois que tu as intrinsèquement le droit d'être sauvé. J'ai fait un pas délibéré de plus vers la table d'honneur, le regardant droit dans l'âme. Je suis le fondateur et unique propriétaire d'Ironclad et Vie Logistique, dis-je clairement, fort, laissant chaque mot atterrir comme un coup physique à sa poitrine. Je suis l'acheteur fantôme. C'est moi qui ai autorisé les 100 millions de dollars pour sauver ta misérable entreprise en faillite de la liquidation totale. Évandé se figea complètement. Le sang quitta son visage si vite qu'il semblait physiquement malade. Ses yeux se dardaient frénétiquement, cherchant dans la foule quelqu'un, n'importe qui, pour se lever et lui dire que ce n'était qu'une mauvaise blague tordue. Il regarda Orson, mais mon père me fixait, la mâchoire pratiquement décrochée, son esprit complètement incapable de traiter l'ampleur de ce que je venais de révéler. Je regardai par-dessus mon épaule et hochai la tête une seule fois en direction de Tanson. Elle n'était pas restée inactive. Pendant que je parlais, elle s'était calmement dirigée vers le bureau de contrôle audiovisuel. Le jeune DJ s'était reculé, complètement intimidé par sa présence. D'une seule connexion rapide de son iPad au système principal, l'immense écran LED derrière les mariés vacilla violemment. Le diaporama romantique en flou artistique des photos de fiançailles d'Avlini et Évandé disparut brusquement dans le noir. À sa place, projeté en lettres blanches et austères de 3 mètres de haut, pour que chaque personne dans la salle puisse le lire clairement, se trouvait le contrat d'acquisition officiel, lourdement filigrané, d'Ironclad et Vie Logistique. Il affichait les termes financiers exacts. Il affichait la signature d'Évandé, et il affichait mon nom tout en haut en tant qu'entité acquéreuse. Et en plein centre de l'écran géant, Tanson appuya sur le bouton d'exécution de sa tablette. Un énorme tampon graphique rouge sang apparut violemment sur le document numérique, recouvrant le texte. Résilié, fonds retirés. Non, cria Évandé, sa voix se brisant en un aigu de terreur authentique. Il se retourna pour regarder l'écran géant, ses mains agrippant ses cheveux.
C'est faux. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. De la table VIP de devant, Dachiel se leva lentement. Le juge commercial à la retraite et courtier en investissement senior avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'une heure auparavant. Son visage était pâle et sombre. Il lissa le devant de sa veste de costume, tourna le dos à mes parents et regarda directement Evandé sur la scène. Sa voix portait le poids lourd et indéniable de la vérité juridique absolue. Il dit la vérité, Evandé, dit Dachiel fort, s'assurant que sa voix portait jusqu'aux investisseurs assis à proximité. Je viens de parler avec Monsieur Méric dans le couloir. Je peux confirmer formellement son identité. Il est bien le PDG de la société acquéreuse et il vient d'ordonner officiellement le retrait complet et total de tout le capital de sauvetage. La fusion de Vanguard est complètement morte. La salle a explosé. Le chaos absolu s'est abattu sur l'espace événementiel de la fonderie en quelques secondes. C'était exactement comme regarder une bombe massive exploser au ralenti à l'intérieur d'une pièce bondée. Les invités polis, riches et très calmes ont complètement perdu la tête. Une vague massive de chuchotements frénétiques, de cris purs et simples, et le crissement des chaises repoussées a balayé la grande salle de bal. Plusieurs hommes plus âgés en costumes coûteux, les principaux créanciers, membres du conseil d'administration et investisseurs de Vanguard, qui étaient assis aux tables VIP, ont simultanément plongé la main dans leur veste pour prendre leur téléphone. En quelques instants, un chœur terrifiant de sonneries numériques, de sonneries de téléphone et d'alertes vibrantes agressives a retenti simultanément dans toute la salle de bal. On aurait dit un essaim de criquets mécaniques. Les emails d'urgence automatisés du service juridique d'Ironclad et des institutions bancaires arrivaient dans leur boîte de réception en temps réel, les informant officiellement de l'effondrement total de l'acquisition. Le filet de sécurité de 100 millions de dollars avait officiellement disparu. Vanguard Freight était effectivement en faillite à partir de cette seconde exacte. Orson repoussa sa chaise si violemment qu'elle s'écrasa en arrière sur le sol de marbre. Il avança en trébuchant, bousculant un serveur, pointant un doigt violemment tremblant vers moi. « Méric, cria-t-il, sa voix. Tu ne peux pas faire ça. C'est une affaire de famille. Tu détruis la vie de ta sœur. Tu détruis notre réputation. Remets l'argent tout de suite. Je te l'ordonne. » Je l'ai ignoré complètement. J'ai reporté mon attention sur la table d'honneur. Avini tremblait violemment. Des larmes de rage pure et sans mélange et de panique coulaient sur son visage, laissant d'épaisses traînées noires de mascara ruinées sur ses joues. Son mariage de conte de fées parfait, méticuleusement planifié, venait d'être transformé en une exécution publique. « Ne joue pas la victime, Avini, dis-je directement dans le microphone, ma voix tranchant net à travers la panique croissante de la foule. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti la copie physique imprimée de la dernière page de signature du contrat que j'avais emporté avec moi. Je l'ai tenu en l'air une seconde pour que toute la salle puisse voir l'encre épaisse, puis je l'ai nonchalamment jeté en avant. Le lourd papier parchemin a pris l'air, a flotté gracieusement vers le bas et a atterri directement et carrément sur l'assiette de dîner vide à bordure dorée d'Avlini. J'ai regardé Evandé, qui était en train d'hyperventiler, desserrant agressivement sa cravate en soie coûteuse alors que tout son monde financier brûlait jusqu'aux fondations autour de lui. Elle savait, Evandé, lui dis-je, levant la main et pointant directement ma sœur tremblante. Il y a 3 semaines, le magazine Forbes a publié un énorme reportage de 10 pages sur moi. Il y figurait toute ma valeur nette. Il y figurait le chiffre d'affaires annuel de mon entreprise. Il détaillait tout mon portefeuille d'entreprise. Avlini lit ce magazine tous les mois pour regarder les publicités de bijoux. Elle savait exactement qui j'étais, et elle savait exactement combien d'argent je possédais. Evandé tourna lentement la tête pour regarder sa nouvelle femme. Ses yeux étaient grands ouverts d'un mélange terrifiant de trahison absolue, de choc et de dégoût profond. Il la regardait comme si elle était un serpent venimeux qui venait de ramper hors de son lit. « Tu savais, murmura-t-il, sa voix tremblant si fort qu'il pouvait à peine former les mots. Tu savais qu'il était l'acheteur ? » Elle savait, ai-je confirmé fort, m'assurant que le microphone captait chaque syllabe. Et au lieu de me traiter comme un être humain, au lieu d'être simplement heureuse que son grand frère réussisse, sa jalousie toxique et profondément enracinée a complètement pris le dessus. Elle ne pouvait tout simplement pas supporter le fait que le frère invisible qu'elle a passé toute sa vie à harceler soit celui qui sauvait son riche mari de la pauvreté absolue. Alors, elle a décidé de jouer à un petit jeu. Elle a décidé de m'humilier.
Elle a spécifiquement ordonné au personnel de l'événement de me placer à côté des ordures dans la cuisine, espérant briser mon esprit une dernière fois le jour de son mariage. J'ai fait une pause, baissant légèrement le microphone, laissant le silence lourd et suffocant de la réalisation absolue retomber sur la pièce. Les investisseurs foudroyaient Avlini du regard. Evandé reculait loin d'elle. Mes parents semblaient complètement paralysés. « Eh bien, Avlini, dis-je, ma voix dégoulinant d'une finalité froide. Félicitations. Tu as gagné la bataille du plan de table, mais tu viens de perdre 100 millions de dollars. » Le lieu entier était aussi silencieux qu'un cimetière. Personne ne bougeait un muscle. Personne n'osait parler. Evandé regardait Avlini comme si elle était un véritable monstre. Il fit un autre pas loin d'elle, physiquement repoussé par la femme qu'il venait d'épouser, réalisant qu'elle était l'architecte de sa destruction totale. Mes parents, Orson et Deline, me regardaient depuis le sol. Pour la toute première fois de mes 36 ans d'existence sur cette terre, ils me voyaient vraiment. Ils voyaient le pouvoir brut, l'immense richesse et l'autorité absolument terrifiante qu'ils avaient désespérément convoité toute leur misérable vie. Mais il était bien trop tard. Le pont n'était pas seulement brûlé. Il avait été entièrement vaporisé de l'existence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire se dérouler. Si vous êtes toujours avec moi, ressentant la justice absolue de ce moment, veuillez laisser un commentaire disant « Je suis là ». C'est le code secret pour les vrais fans qui regardent jusqu'à la meilleure partie. Et je promets que je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire avec ce mot-clé. Les conséquences immédiates de la grande révélation furent une véritable masterclass en effondrement psychologique total et dévastateur. L'illusion dorée artificielle de la supériorité de ma famille, qu'ils avaient passé des décennies à cultiver soigneusement et à projeter au monde, vola en éclats en un million de morceaux irréparables juste sous mes yeux. Evandé ne pouvait littéralement plus tenir sur ses jambes. La gravité écrasante de sa ruine financière immédiate le frappa si fort que ses genoux cédèrent complètement sous lui. Il s'effondra lourdement sur sa chaise à la table d'honneur, enfouissant son visage au fond de ses mains, tirant désespérément sur ses cheveux méticuleusement coiffés. Il laissa échapper un son qui était mi-sanglot, mi-cri. Son héritage, sa richesse, toute son identité d'homme d'affaires prospère, disparut en quelques secondes. Tout cela parce que sa nouvelle épouse voulait jouer une petite farce de peste de lycée à son grand frère. Avlini a essayé de tendre la main vers lui, ses mains tremblant de manière incontrôlable, son visage un masque de pure terreur. « Evandé, s'il te plaît » sanglota-t-elle, sa voix aiguë et pathétique, complètement dépouillée de son ton arrogant habituel. « Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas qu'il ferait vraiment ça. Je voulais juste qu'il connaisse sa place pour une nuit. Je voulais juste être la personne la plus importante dans la pièce. »« Ne me touche pas » rugit violemment Evandé, repoussant sa main avec une telle force qu'elle trébucha en arrière. Sa voix se brisa d'une hystérie authentique et débridée. « Espèce d'enfant stupide, arrogante et égoïste. Tu viens de mettre toute ma famille en faillite. Nous n'avons plus rien. Tu me comprends? Nous n'avons absolument plus rien. » En bas, dans la salle principale, la réalité de la situation brisait physiquement ma mère. Deline hyperventilait agressivement. Elle agrippait le lourd tissu de sa coûteuse robe argentée juste sur sa poitrine, cherchant de l'air comme un poisson jeté sur la terre ferme. Elle a dû s'agripper au bord de la table VIP à deux mains juste pour rester debout. L'humiliation sociale de voir toute sa famille exposée comme des fraudeurs, des abuseurs et des ratés financiers devant la foule exacte de la haute société qu'elle vénérait la détruisait. Ses amis s'éloignaient activement d'elle, chuchotant derrière leurs mains. Orson, cependant, est entré en mode de survie complet et désespéré. Il a violemment bousculé un groupe d'invités choqués et a marché jusqu'au bord de la scène, s'arrêtant à quelques mètres de moi. Son visage était pâle, transpirant abondamment sous les lustres brillants. Le père arrogant et dédaigneux qui avait jeté ma reconnaissance de dette par terre 15 ans auparavant avait complètement disparu. À sa place se trouvait un vieil homme désespéré, pathétique et brisé, essayant de négocier avec une tornade. « Merrick, mon fils, s'il te plaît » a plaidé Orson. Sa voix tremblait follement, entièrement dépouillée de son autorité tonitruante habituelle. « Calmons-nous. S'il te plaît, prenons juste une respiration. Nous pouvons aller dans une pièce privée tout de suite. Nous pouvons en parler comme des hommes rationnels. Nous sommes du même sang, Merrick. C'est une affaire de famille. Nous pouvons arranger le plan de table tout de suite.
Je te préparerai personnellement une place à la table d'honneur. Je forcerai Avligny à s'excuser à genoux s'il le faut. Dis juste. Dis juste à ton assistante d'appuyer sur le bouton et de remettre l'argent. S'il te plaît, tu ne peux pas nous détruire comme ça. Nous sommes ta famille. J'ai regardé l'homme qui avait passé 3 décennies à me faire sentir comme si j'étais un déchet sans valeur. J'ai étudié la sueur perlant sur son front, le désespoir dans ses yeux, la terreur absolue de perdre son statut social. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je ne ressentais pas une once de pitié. Je ne ressentais absolument rien pour lui. Nous ne parlons pas comme des hommes, Orson, ai-je répondu, ma voix portant clairement à travers la pièce, même sans le microphone. Parce que les vrais hommes ne traitent pas leurs propres enfants comme des ordures juste pour protéger une fausse image. Les vrais hommes ne rejettent pas leurs fils dans l'ombre pour nourrir leurs propres égos. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes juste les personnes qui partagent par hasard ma génétique. J'ai regardé directement dans les yeux désespérés et suppliants d'Orson, m'assurant qu'il comprenait que c'était la fin absolue. Cette affaire aurait pu être sauvée, lui ai-je dit, parlant assez fort pour que les premières rangées d'investisseurs entendent clairement. L'argent était déjà approuvé. Le virement était prêt. Mais mon respect coûte exactement 100 millions de dollars, et vous et votre fille avez décidé de le jeter à la poubelle à côté de la cuisine. Vous devrez vivre avec ce choix pour le reste de votre vie. J'ai tourné le dos à mon père, à ma mère haletante, à ma sœur en larmes et à son mari brisé. Je n'ai pas attendu pour voir si Orson pleurerait. Je me fichais de savoir si Deline s'évanouirait. La transaction était terminée. L'énorme dette de douleur qu'il me devait depuis 36 ans avait enfin été entièrement recouvrée. J'ai descendu lentement et délibérément les marches de la scène. Tanson m'attendait déjà en bas. Son iPad bien rangé sous son bras, sa posture parfaitement droite. Il y avait une expression de profonde admiration silencieuse sur son visage. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement mise à mes côtés. Nous avons marché ensemble vers la sortie principale de l'espace événementiel de la fonderie. Alors que nous avancions, la foule de 300 invités riches et d'élite s'est littéralement écartée devant nous comme la mer Rouge. C'était une expérience surréaliste. Personne n'a osé dire un seul mot. Personne n'a essayé de nous arrêter. Personne n'a demandé d'explication. Les mêmes personnes qui m'auraient complètement ignoré une heure plus tôt, qui auraient méprisé ma profession, reculaient maintenant à grands pas, me fixant avec un mélange de terreur absolue, de choc et de respect indéniable. Je venais de détruire sans effort un empire sous leurs yeux avec une seule phrase, et ils savaient que je n'étais pas quelqu'un à contrarier. Nous avons poussé les lourdes portes en fer du haut, les sommes sorties dans la nuit glaciale de Chicago. L'air froid et vif m'a frappé le visage, et pour la toute première fois de ma vie, mes poumons semblaient complètement dégagés. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté sur ma poitrine depuis l'enfance, le besoin désespéré de validation de la part de personnes qui me haïssaient, avait entièrement disparu. Il s'était évaporé dans la chaleur de cette salle de bal. Le voiturier, sentant le changement d'énergie immense et terrifiant et entendant les cris de l'intérieur, s'est empressé d'amener mon SUV blindé immédiatement. Il a pratiquement sprinté pour me tendre les clés. J'ai ouvert la lourde porte passager pour Tanson et nous sommes montés dans l'intérieur silencieux, sombre et luxueux en cuir du véhicule. J'ai démarré le moteur, le puissant vrombissement du moteur massif brisant le silence de la nuit. Alors que je m'éloignais de l'espace événementiel brillamment éclairé, laissant le chaos, les cris et les ruines de ma famille loin derrière dans le rétroviseur, Tanson a finalement parlé. J'ai négocié des contrats d'1 milliard de dollars avec certains des requins d'entreprise les plus impitoyables de la planète, dit doucement Tanson, regardant par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Mais ça, ce que tu viens de faire là-bas, c'était la chose la plus terrifiante, la plus magistrale et la plus magnifiquement destructrice que j'ai jamais vue de toute ma vie. J'ai gardé mes mains stables sur le volant, les yeux rivés sur la route sombre devant moi. Un petit sourire sincère a finalement touché les coins de ma bouche. Nous avons beaucoup de travail à faire lundi matin, ai-je simplement répondu, en appuyant sur l'accélérateur. Les jours suivants, les conséquences furent brutales, rapides et totalement impitoyables. Le lundi matin, à 9 heures précises, les marchés financiers réagirent à la nouvelle. Vanguard Frecht fit officiellement défaut sur ses prêts massifs. La grande banque intervint immédiatement, saisit leurs actifs, commença à reprendre possession de toute leur flotte de camions et gela complètement tous leurs comptes d'entreprise. La famille des Vendée, qui avait bâti toute son identité sur de l'argent ancien,
fut complètement anéanti. Ils perdirent leur maison, leur voiture et leur statut dans la société. Le mariage, qui devait être le glorieux événement social de l'année, devint une catastrophe légendaire dont on chuchotait dans toutes les salles de conseil de la ville. L'histoire de l'acheteur fantôme retirant son financement à l'hôtel a fuité dans la presse financière, et l'humiliation publique fut absolue. Les riches parents des Vendée, réalisant que la jalousie insensée et mesquine d'Avligny était la cause directe et unique de leur ruine financière totale, la renièrent complètement. Ils lui interdirent l'accès à leurs propriétés et forcèrent Vendée à demander une annulation agressive avant même la fin de la semaine. Avligny, dépouillé de son riche mari et de son style de vie de créateur, fut cérémonieusement expulsé du Penthouse qu'ils avaient loué et dut retourner vivre dans la maison de mes parents, en disgrâce. Mon téléphone personnel n'a pas cessé de sonner pendant 3 jours d'affilée. Orson appelait sans cesse, laissant de longs messages vocaux décousus qui alternaient violemment entre des accès de rage abusive et des excuses sanglotantes pathétiques, suppliant un prêt. Deline envoyait des SMS massifs, ignorant complètement sa propre cruauté et le fait qu'elle m'avait dit de m'asseoir dans la cuisine, me suppliant de me souvenir que nous étions une famille et exigeant que je répare le désordre que j'avais malicieusement créé. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'ai pas lu les SMS. J'ai bloqué leurs numéros, bloqué leurs emails et donné l'instruction formelle à mon équipe de sécurité au siège d'Ironclad Corson. Deline et Avligny étaient bannis en permanence des locaux et devaient être traités comme des intrus s'ils se présentaient un jour. Une semaine plus tard, je me tenais seul près des immenses baies vitrées de mon bureau d'angle au dernier étage du bâtiment d'Ironclad et Vie Logistique. La ville tentaculaire de Chicago s'étendait sous moi. Un réseau massif et complexe de routes, d'acier, de béton et d'industrie. Loin en dessous, je pouvais voir les camions portant le logo de mon entreprise se déplacer régulièrement sur les autoroutes, livrant des marchandises, déplaçant des machines, faisant battre les artères même du pays. J'ai pris une lente gorgée de mon café noir et j'ai regardé les petites voitures en mouvement loin en dessous. J'ai pensé à la table en plastique branlante au fond de cette cuisine sombre. J'ai pensé à l'odeur des ordures en décomposition et à la vapeur humide du lave-vaisselle. Et puis j'ai pensé à la profonde liberté absolue que je ressentais en ce moment, debout dans un empire que j'avais bâti de mes propres mains. La société nous dit constamment que la famille est tout. Ils nous le martèlent dans la tête dès notre naissance. Ils nous disent que le sang est plus épais que l'eau et que, peu importe à quel point vos parents ou vos frères et sœurs vous traitent horriblement, peu importe à quel point ils vous maltraitent, vous devez toujours tendre l'autre joue, leur pardonner et continuer à vous présenter. Ils vous disent de continuer à accepter le manque de respect parce que c'est comme ça, la famille. Je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge complet et absolu. La toxicité est la toxicité, qu'elle vienne d'un étranger dans la rue, d'un patron terrible ou des personnes qui vous ont élevé. On ne peut pas guérir dans l'environnement même qui vous a brisé. On ne peut pas grandir alors qu'on est constamment poussé dans l'ombre juste pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand. Ma famille a essayé de me mettre dans la cuisine parce qu'elle voulait désespérément contrôler le récit de nos vies. Ils voulaient maintenir l'illusion pathétique que j'étais petit, insignifiant et sale, tandis qu'ils étaient grands, importants et immaculés. Mais la réalité de la vie est la suivante, s'ils ne vous donnent pas une place à leur table, vous ne vous asseyez pas par terre en leur mendiant des miettes. Vous sortez par la porte, vous construisez votre propre table immense, vous achetez tout le bâtiment dans lequel ils sont assis, et vous les expulsez complètement de votre vie. J'ai bâti mon empire par la seule force de ma volonté, d'innombrables nuits blanches et une détermination inébranlable. Mais décider de couper définitivement cette famille toxique de ma vie a été la décision de direction la plus grande et la plus rentable que j'ai jamais prise. Ma paix mentale vaut bien plus que n'importe quelle fusion d'entreprise, et je ne laisserai plus jamais personne la compromettre. Parfois, même maintenant, je vérifie mon dossier de messages bloqués juste pour suivre la situation. Ma mère achète encore occasionnellement des téléphones prépayés bon marché juste pour contourner le blocage et me laisser des messages vocaux délirants. Elle pleure. Elle se lamente. Et elle me supplie de débloquer ne serait-ce qu'une fraction des fonds pour aider Avligny, qui travaille maintenant dans un emploi de détail au salaire minimum qu'elle déteste absolument, juste pour rembourser ses dettes de carte de crédit. Elle me supplie de sauver l'entreprise des Vendée pour qu'Avligny puisse retrouver son mari riche et prestigieux. J'écoute généralement environ 5 secondes des faux pleurs avant d'appuyer sur supprimer et de renvoyer le numéro prépayé dans le vide où il appartient. Alors, je me tourne vers vous, le jury de l'Internet. Dites-moi exactement ce que vous en pensez. Suis-je allé trop loin en détruisant une fusion de 100 millions de dollars et en mettant entièrement en faillite la nouvelle famille de ma sœur juste à cause d'un plan de table à un mariage? Ma vengeance était-elle trop froide,
trop dur et trop calculé? Ou est-ce que larguer cette bombe nucléaire financière était le niveau exact de justice absolue qu'il méritait pour 36 ans d'abus émotionnels incessants et de manque de respect flagrant? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté mon histoire. Si vous avez apprécié ce niveau de vengeance absolue et sans concession, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Tenez-vous droit, protégez votre paix, et ne laissez jamais personne vous mettre dans la cuisine.